Jungle. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver parce que c'est vendredi. Thank God it's Friday. Merci Seigneur parce que c'est vendredi. C'est une phrase chère à Robert Kelly, R. Kelly que vous connaissez parfaitement. Vendredi, c'est en tout cas selon lui un très beau jour. Bien de choses à tous les Kofi comme moi et le fondateur d'ailleurs de la radio qui se nomme Kofi lui aussi. Merci de nous être fidèles. Excellent début de week-end à toutes et à tous. Eh bien, on se retrouve pour parler comme toujours de la Covid-19. La pandémie s'affiche encore très active dans certains pays, notamment en Europe et en France. On a pensé à un couvre-feu entre 22h et 6h du matin. Le message est venu du président lui-même, Emmanuel Macron. Aux États-Unis, le sujet devient un thème majeur dans la campagne entre Donald Trump et Joe Biden, à moins de 3 semaines de la présidentielle là-bas. Et quelle est l'actualité de la pandémie au Togo ? Eh bien, nous recevons pour vous Dr Paul Pana, ancien représentant de l'Organisation mondiale de la santé OMS. Merci de soutenir Sport FM. Mise en onde, Théo Ajavon. Comme toujours, la vidéo est l'affaire d'Eloma Dovon. Moi, je suis Franck Nounyama. Bienvenue. Nous recevons cet après-midi Dr Paul Pana, ancien représentant de l'Organisation mondiale de la santé, comprenez OMS. Bonne arrivée, docteur. Merci, Franck. Tout va bien ? Oui, j'espère que tout va bien chez vous aussi. Mais on rend grâce, on tient le coup, voilà ce qu'on va dire. Et ça fait plusieurs fois que vous arrivez dans cette émission, oui, mais vous devez vous sentir bien. Je pense que je fais partie maintenant de votre personnel. Hein? Pourquoi pas? Oui, voilà, en tant que vacataire, je veux dire. Oui, que je suis très heureux de venir toujours à votre compagnie animer cette émission sur le Covid-19. En tout cas, on est très heureux de vous avoir à chaque fois pour nous apporter votre expertise, votre expérience. Alors, vous avez tous les moyens pour mener à bien ce travail, j'imagine. Bien sûr, les moyens techniques que j'ai et les moyens intellectuels, bien sûr. Bon, le reste, je ne sais pas ce que vous entendez par moyen. C'est un peu compliqué, c'est-à-dire qu'on vous met les moyens à disposition pour faire le travail, le carburant, tout ce qu'il faut pour avancer. Ah, vous touchez là un point très essentiel. Généralement, quand les gens nous voient, ils pensent que celui-là, il fait partie du conseil scientifique, il fait partie de du comité, donc il doit disposer du carburant, il doit disposer de ceci, de cela. Même les masques, les gens viennent vous demander, comme tu fais partie du conseil là, est-ce que tu peux me donner quelques masques qu'on vous a donnés? Non, je voudrais ici profiter pour dire que c'est un travail bénévole que nous sommes en train de faire. Mais même au-delà du bénévole, parce que même le bénévole, ça veut dire qu'il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de rémunération. Mais je voudrais vous apprendre, Franck, que tout ce que nous faisons, nous le faisons avec nos maigres ressources que nous avons. Et c'est clair. Le carburant, le déplacement, nous nous déplaçons avec nos véhicules. Nous mettons le carburant dans nos véhicules pour aller partout où on doit faire des activités. Voilà les réalités. Vous faites du bénévolat, d'accord, mais le bénévole a besoin de moyens nécessaires. Il faut l'accompagner avec les moyens nécessaires pour pour mener à bien le travail. Ce n'est pas le cas, il faut réclamer. Je pense que pour le moment, nous pouvons dire que c'est l'esprit de citoyenneté qui nous guide à pouvoir faire ce travail-là d'une façon bénévole et gratuite dans tous les sens du mot. Et je sais que l'autorité aussi apprécie, mais comme vous le dites, il y a un proverbe quand même africain, et principalement en Kabia, qui dit que le cheval court, le ventre plein. Et j'espère que les autorités veillent au grain à ça. Vous n'êtes pas fatigué, la citoyenneté vous demande à continuer. Naturellement, vous ne serez plus ici. Si j'étais fatigué, je ne serais pas sur le plateau avec vous aujourd'hui, après 8 mois que nous avons commencé. Voilà. Donc nous allons continuer le travail. Il faut qu'on vous fasse un rappel. Hein. Ça fait 8 mois et ça doit être... Non, ce n'est pas un salaire. Oui, pas un salaire. C'est pas un salaire, il n'y a pas de rappel. Oui, mais... Ça peut s'appeler en incitation, motivation, une juste, prime. Voilà, par exemple, pour venir ici. Bon, moi, je suis à la retraite, mais je me donne volontaire pour faire ce travail-là.
Et je viens avec ma voiture, je mets mon carburant, je viens et ça, c'est pour que le pays avance. Mais c'est vrai aussi que, bon, de temps en temps, si l'autorité faisait quelque chose, on ne dirait pas non. On ne dirait pas non. En tout cas, ça vous encouragerait, ça va vous inciter à plus de disponibilité pour faire ce travail-là. Ce n'est pas facile hein, depuis 8 mois déjà. C'est important que les gens sachent parce que souvent, quand les gens voient les gens qui sont dans le comité comme ça, ils s'imaginent que, oh là là, ça veut dire qu'ils ont des primes, ils ont ceci, ils ont cela. Non, il faut que les gens comprennent que ce travail que nous sommes en train de faire, c'est un travail complètement bénévole, sans même motivation à un niveau que ce soit. En tout cas, les autorités, vous avez l'information, hein, voilà, faites quelque chose. Hein. Même les médias, hein, ils ont besoin d'être accompagnés pour mener à bien cette lutte. Je suis d'accord avec vous. Ouais. Il faut de temps en temps motiver. Il y a plusieurs façons de motiver les gens. Hein. Ouais. La motivation morale, d'accord, mais bon, de temps en temps, il faut aussi voir de quelle façon il faut motiver les gens. Très bien. Voilà, on a parlé d'un aspect de la chose. On va continuer avec Dr Paul Pana, ancien représentant de l'Organisation mondiale de la santé. Alors, quelle est la situation aujourd'hui? On sait que déjà, on l'a dit en introduction, en France, il y a une certaine flambée, encore une fois, des contaminations. Le président Emmanuel Macron a dû même décréter un couvre-feu de 22h à 6h du matin. Ailleurs aux États-Unis, c'est devenu un thème majeur dans la campagne à la présidentielle entre Donald Trump et puis Joe Biden. C'est un sujet important aujourd'hui. Franck, si vous passez en revue tout ce que nous avions dit depuis 8 mois, j'avais dit sur ce plateau plusieurs fois que cette nouvelle pandémie qu'est le coronavirus Covid-19 est une nouvelle maladie dont on ne connaît pas encore toutes les facettes. Et quand on voit l'allure de cette maladie dans le temps, c'est une allure qui n'a pas une allure habituelle, où on a des épidémies. Ouais. Vous connaissez un pic qui monte et on dit qu'on a atteint le pic. Puis maintenant, la maladie commence à disparaître petit à petit. Mais cette maladie-là, elle va en dents de scie. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on n'a pas beaucoup de cas, il y a des moments où on a des cas, etc. etc. Et là, ça nous pose énormément de problèmes au niveau de la lutte. Parce qu'elle n'a pas une allure habituelle. Voilà. Actuellement, au Togo, nous pouvons dire que jusqu'à hier, nous connaissons aussi une augmentation des cas, notamment dans le Grand Lomé, c'est-à-dire le Golfe plus Aguenivé, qui regorge plus de 60% des cas enregistrés au Togo jusqu'à hier. Jusqu'à hier, je rappelle qu'on a eu 1996 cas confirmés, dont 1489 guéris et 456 qui sont actuellement en train d'être traités. Et malheureusement, on déplore 51 décès depuis le début de la lutte jusqu'à aujourd'hui. Et le Togo a fait au total 104 290 tests en général pour pouvoir diagnostiquer le Covid-19. Ouais. Donc nous pouvons dire que si vous regardez un peu, il y a 4 semaines, on avait des cas autour de 30, 20, etc. Mais à partir de 4 semaines maintenant, on a commencé à avoir une augmentation progressive des cas, allant même jusqu'à 150 parfois par semaine. Ce qui est beaucoup. Oui. Ce qui est beaucoup. Et qu'est-ce qui provoque ça? Mais la raison, elle est très simple. C'est qu'il y a eu un relâchement. On observe un relâchement au niveau de la population. Vous voyez les gens qui, au début, étaient vraiment incités à porter les cache-nez, respecter la distanciation sociale. Mais maintenant, vous allez voir des gens, ils sont à moins de 1 mètre l'un de l'autre, ils ne portent pas de cache-nez. Or, ils se lavent pas régulièrement les mains au savon et puis à l'eau. Ils n'utilisent pas la solution hydroalcoolique. Voilà des gestes barrières très simples, mais très efficaces. C'est-à-dire le port de cache-nez, 2, le lavage des mains régulièrement avec de l'eau et de savon, et puis 3, la distanciation sociale. Ces 3 mesures sont phares dans la lutte contre la Covid-19. Malheureusement, on constate que les gens sont un peu fatigués maintenant, je ne sais pas comment il faut le dire. Ils ne portent plus de cache-nez
ils ne restent pas à 2 mètres l'un de l'autre, alors qu'il a été démontré que dans les espaces confinés, par exemple là où nous sommes actuellement, lorsque nous parlons, nous respirons ou nous éternuons, il y a des gouttelettes de salive ou de liquide nasal qui sort et qui est suspendu dans l'air et qui peut rester là-bas pendant des heures. Et donc, les gens s'infectent sans le savoir. Or, il n'est pas écrit sur le front de quelqu'un que le virus est dans son corps. C'est là où le danger est. Parce que, à partir du moment où tu ne sens pas que tu as quelque chose, mais tu contiens le virus dans ton corps, tu le transmets aux autres sans le savoir. C'est pour ça que, comme on ne le sait pas, il vaut mieux que chacun prenne ses précautions pour ne pas avoir le virus lorsqu'il est en interaction avec son prochain. Alors, est-ce que on pose cette question, est-ce qu'il ne faut pas redoubler, on va dire peut-être de stratégie au niveau de la communication, de l'éducation de la population, parce qu'à un moment donné, elle pense peut-être de façon inconsciente que oui, on a porté les bavettes 3 mois de suite, on a porté les bavettes 2 mois de suite, c'est suffisant, et que bon, peut-être que voilà, c'est fini. Alors que peut-être c'est le moment de redoubler d'efforts, d'augmenter, d'intensifier, j'allais dire, la communication. Franck, vous avez fait au début de cette émission une réflexion avec un exemple, c'est les pays européens. Vous vous rappelez qu'il y a quelques semaines, en Allemagne, il y a des gens qui sont sortis pour braver l'autorité en ce qui concerne le port de masques. Ouais. Ils disent qu'ils en ont marre, qu'ils n'en veulent pas. Voilà, qu'ils n'en veulent pas. Mais aujourd'hui, la réponse est là. En France, c'est pareil. Aux États-Unis, c'est pareil. Nous avons le champion aux États-Unis qui dénie et qui continue de dénier la maladie. Mais en oubliant les milliers de morts. Je pense qu'il est important que les gens, quand même, aient les 2 pieds sur terre. C'est vrai, on n'a pas encore trouvé une autre mesure qui puisse permettre de lutter contre, justement, le Covid-19. Si on arrive à un moment donné à trouver une piste scientifique qui protège la population et qui limite la propagation au sein de la communauté, je suis sûr que l'autorité va le dire. Et en ce moment, on peut revenir à certaines mesures restrictives. Mais pour le moment, les seules mesures de lutte et contre la propagation se trouvent être le port de masques, le lavage des mains et la distanciation sociale. Je pense que c'est un devoir de l'autorité de donner l'information. Mais maintenant, c'est un devoir aussi à nous les citoyens de pouvoir l'appliquer pour notre propre bien individuel, mais le bien collectif. Je ne veux pas que le Covid passe par moi. Il ne faudrait pas que je sois aussi l'intermédiaire pour le donner à quelqu'un. Ça, c'est les 2 attitudes qu'on doit avoir. Il y a un comportement, il n'y a pas un comportement stable au niveau même des décideurs, des médecins, on va dire les plus en vue dans le monde. Il y a, les médecines les plus sophistiquées de ce monde n'ont pas réussi jusqu'à maintenant, après, on va dire 10 mois, après la découverte de cette pandémie, n'ont pas réussi, j'allais dire, à mettre tout le monde d'accord. Il y a des tâtonnements, il y a ci, il y a ça. Et voilà pourquoi il y en a qui pensent réellement que oui, c'est un virus créé quelque part pour embêter l'humanité. Et on n'arrive pas à être, on va dire, unanime autour de ce qu'il faut faire. Demain, c'est ça, hier c'était ça, aujourd'hui c'est autre chose. Mais ça donne des idées aux gens qui disent non, ça c'est créé, moi je ne suis pas dedans, et voilà. Oui, ça ce sont des débats. Mais si vous allez dans l'histoire de la science, vous allez trouver que, en commençant par Fehling, Pasteur et tout ça, vous allez remarquer que leur découverte n'a pas été tout de suite adoptée. Regardez même l'histoire de Galilée et de Newton. Lorsqu'ils ont dit que la Terre tourne autour du Soleil, c'est ça, non? Et puis, la loi de Newton, que la force qui attire, la pomme qui tombe. Mais Galilée, on a failli lui tracher la gorge, non? Oui. Il y a eu des débats autour. Donc, dans toute découverte scientifique, il y a toujours ces débats-là. Jusqu'au moment où on arrive à un consensus. Vous comprenez? Donc, le coronavirus est une nouvelle maladie.
on est bien obligé de passer par ces débats contradictoires. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui, parce que France était des bidons chercheurs, il va venir dire que, bon, voilà, moi j'ai trouvé ceci, on va dire, ah, on va applaudir. Non, ce n'est pas comme ça. En science, lorsque vous dites que vous avez découvert quelque chose, il faut que vous le démontrez et que les autres essayent aussi pour trouver la même chose que vous, avant qu'on ne vous labellise, on dise, bien, ce que tu as dit, c'est bon. Il peut y avoir plusieurs méthodes. C'est comme en mathématiques. Oui. On peut passer par différentes méthodes pour arriver à un même résultat. Naturellement, oui. Mais le résultat reste le même. Oui. Le résultat ici, c'est qu'on trouve les moyens par lesquels on arrive à empêcher justement le coronavirus de se disséminer dans la population, se propager dans la population. Si ceux qui disent qu'il ne faut pas porter la bavette, ils nous donnent la preuve scientifique qu'en ne portant pas la bavette, le cache-nez, on ne s'infecte pas, Dieu merci. En ce moment, nous tous, on va enlever. Mais tant que la personne qui dit « Ah, nous, on est fatigué de porter », mais à la place, qu'est-ce que vous proposez? Vous ne proposez rien. En ce moment, je ne suis pas sûr que même ton enfant qui vient te dire « Papa, je ne fais plus ça », tu sais que ce qu'il dit là, ce n'est pas vérifié, tu ne vas pas lui laisser faire. En tout cas, beaucoup disent aussi que c'est de la poudre aux yeux. Lorsqu'on prend par exemple Donald Trump, qui la dernière fois a été testé positif, quelques jours après, oui, il s'est rendu dans les rues. C'est vrai que c'est dans sa voiture blindée auprès de ses partisans. La dernière fois, il était en campagne, sans bavette, mais on nous a dit qu'on l'a traité avec une combinaison, un protocole. Bon, je ne sais pas trop, je ne suis pas médecin moi, mais comment ça se fait? Je ne comprends pas. Mais, Franck, oui. J'aurais aimé que Trump ne reçoive pas toute cette bagatelle de traitement et qu'il s'en sorte et qu'aujourd'hui qu'il tienne ce langage-là. Moi, en tant que scientifique, je l'applaudirais. Vous voyez, non? Figurez-vous que ce monsieur a pris des médicaments. Il avait montré ça à la télévision, des boîtes d'hydroxychloroquine qu'il a avalé en pagaille pour dire que voilà, moi j'avale ça pour une prévention. Pourquoi alors, à la fin, il a été atteint par le coronavirus? Pourquoi? Alors qu'il avait avalé des comprimés d'hydroxychloroquine en guise de prévention. Il a montré partout où il passait. Est-ce que c'est pour prévenir ou bien pour guérir? Il n'était pas atteint quand il prenait ce médicament. Il l'avait pris dans le sens de la prévention. Et lui-même, il l'a dit. Ensuite, il a outrepassé les mesures scientifiques que ses médecins lui avaient donné les conseils. Il a chopé le coronavirus. Mais est-ce que le traitement qu'il a eu là, combien d'Américains peuvent avoir ça? Non. Combien d'Américains? C'est un traitement pour les présidents. C'est pas pour je n'en sais rien. Je ne suis pas son médecin, je ne sais pas. Mais il y a une chose, c'est qu'on a mis des bagatelles jusqu'à utiliser même les produits organisateurs, comment on appelle, stimulateurs, voilà, immunostimulateurs, pour pouvoir le remettre et le requinquer. Est-ce que tous les patients des États-Unis bénéficient de ça? Je dis non. Voilà. Donc, il a eu la chance. On peut dire aujourd'hui que c'est une maladie des riches. Lorsque vous avez ça, si vous avez les moyens, on sait que Donald Trump est assis sur des milliards. Il est milliardaire lui-même avant de devenir président des États-Unis. Est-ce qu'on peut dire ça? Non. Il y a des riches qui sont morts là. Il y en a qui sont morts. Ce n'est pas que les pauvres qui meurent. Rappelez-vous que la maladie de Covid-19 est une maladie qui attaque le système immunitaire également. Lorsque votre système est très robuste, vous résistez. Et je crois que c'est le cas de Donald Trump. Il a quand même 77 ans ou 76 ans. Il a 114 ans. Oui. Il a 114 ans, mais son système immunitaire, je crois qu'il est robuste. Ce n'est pas parce qu'on a 80 ans qu'on a un système quand même faible, non. Il y en a qui ont 80 ans, mais qui sont très résistants par rapport aux jeunes de 30, 40 ans. Ça, il faut le dire. Donc, aujourd'hui, chaque individu, dans le cadre de la maladie de la COVID-19, doit être pris d'une façon individuelle. C'est pour ça que dans le traitement, on traite les individus à travers un protocole, mais chaque malade représente un cas. Voilà. Le cas de... Maintenant, nous attendons de voir, puisque le cas Trump devient un cas d'école. Après, ces médecins-là n'ont qu'à écrire scientifiquement
ce qu'ils ont fait exactement et les résultats obtenus. Vous comprenez? Est-ce qu'ils vont le faire? Ah, nous espérons qu'ils vont le faire parce que... Puisque chacun cache ce qu'il fait à l'autre. Pour peut-être être le premier à mettre quelque chose sur le marché. Oui. Même s'il y a cette attitude au niveau de... Ça, c'est pas particulier à la médecine. Hein. Vous savez, même quand vous prenez le monde agricole, lorsque vous allez demander à votre ami comment tu fais que tes poussins là, ils les éclosent tous, il te dit bon, je vais te dire après. Oui, c'est vrai. C'est pas la médecine selon, c'est le propre de l'homme. Hein. Voilà. Il y a même sur les médias, si Franck, quelqu'un va te poser la question, mais Franck, comment tu fais que tu es à l'aise devant le micro, tout ça là? Tu vas lui dire, bon, c'est un petit secret, je vais te dire après. C'est vrai, c'est le propre de l'homme. Là, pour moi, il n'y a aucun secret là-dessus. Hein. Ah, c'est vous qui le dites. C'est juste la passion de ce qu'on fait. Est-ce que tu rassembles certains autres collègues pour leur dire qu'est-ce qui fait que tu es mélodieux sur le plateau? Je ne pense pas. Hein? C'est le propre de l'homme. L'égoïsme qui peint un peu en nous. Donc, ce n'est pas en médecine seulement. Voilà. Mais il y a ce qu'on appelle le droit de l'assistance à l'humanité. C'est-à-dire que lorsque vous découvrez quelque chose qui doit être bien pour l'humanité, vous avez le devoir de le dire. De le partager. De le partager. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que dans le cadre de la recherche pour les vaccins, mais les gens ont toujours dit, dès qu'ils trouvent quelque chose, ils le disent, nous on a trouvé ceci, pour que quelqu'un ne vienne pas après dire que c'est lui qui était le premier. Mais lorsque cela a dit, et que le produit rentre dans le processus de vérification, lorsque vous n'atteignez pas un niveau là, vous arrêtez. C'est ce qui s'est passé avec le candidat vaccin de Oxford en Angleterre. Ouais. Lorsqu'ils ont eu un seul cas d'effet secondaire, ils ont tout de suite arrêté les essais cliniques. Donc, on travaille sur l'homme là. On ne travaille pas sur les animaux. Même sur les animaux, vous faites aussi très attention. Bien sûr. Voilà. Ouais. En tout cas, on veut savoir ce qui a été administré à Donald Trump pour qu'il guérisse en un temps aussi record, pour entrer finalement dans la bataille électorale face à Joe Biden, pour qu'on ne dise pas finalement que c'est une maladie des riches. C'est vrai, il y a des riches qui sont morts. Lorsqu'on prend Manu Dibango, ce n'est pas quelqu'un comme moi. Il a des millions d'euros sur son compte, mais il est parti. Pape Diouf, le Sénégalais, est également parti. D'autres personnes immensément riches sont parties du fait de cette maladie. Et c'est sur ça là qu'on va marquer la première pause de cette émission, Théo. Voilà, à l'instant, protégeons-nous, on ne vit qu'une seule fois. Changeons nos habitudes pour sauver nos vies. Covid-19 est un fléau dangereux. C'est une maladie dangereuse. Voilà, c'est le message, l'essentiel du message passé par cet artiste. Et on se retrouve sur le plateau avec le docteur Paul Pana, ancien représentant de l'Organisation mondiale de la santé. Toujours cette affaire de Covid-19 qui nous réunit depuis des mois et des mois déjà. La référence sportive qui s'engage pour lutter, pour mener la guerre contre cette maladie. Une guerre qu'on entend gagner en tout cas. Beaucoup le disent, même avant la fin de cette année, on verra cette maladie disparaître, cette pandémie rangée quelque part pour laisser l'humanité tranquille. C'est ce que veut tout le monde. Et par rapport à ça, on parle toujours, on discute toujours. Aujourd'hui, lorsqu'on prend le Togo, beaucoup disent que c'est un bon élève comparé aux autres pays. Qu'est-ce qui fait qu'on dit ça du Togo ? Non, on dit ça du Togo parce que il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que les autorités togolaises ont tout de suite pris la mesure de la pandémie et réagi adéquatement. Ça, c'est extrêmement important. Si vous regardez dans la sous-région, dans le monde entier, il y a certains dirigeants, on venait de parler des États-Unis, qui ont tergiversé pour dire non, les gens ne disent pas vrai, ce n'est pas une maladie qui va être sérieuse, etc. Mais le premier responsable de ce pays, le chef de l'État, a pris sur lui la mesure de dire attention, cette maladie-là risque d'arriver chez nous, parce qu'elle avait commencé en Chine et puis en Europe et aux États-Unis. Alors, préparons-nous rapidement. Et il a mis en place des structures de riposte
que lui-même il dirige. Ça s'appelle un leadership et une gouvernance adéquate. 2, c'est que les structures qu'on a mises en place pour riposter contre la COVID-19 sont fonctionnelles. Parce qu'ailleurs, on peut mettre des structures, mais elles ne sont pas fonctionnelles. Les gens restent là et puis bon, ils observent. 3, c'est que le Togo a décentralisé la lutte. Il a décentralisé la lutte. Ça dit que vous allez à Lomé, à Tapon, à Sotouba, à Mango, à Tandjouaré, vous avez les mêmes structures qu'on a au niveau national, mais qui sont décentralisées et qui s'occupent justement de la mise en œuvre des stratégies de riposte. 3, on a décentralisé la gestion, c'est-à-dire responsabiliser les préfets qui rendent compte directement à qui de droit. 4 ou 5, je crois, eh bien, c'est que les approches que nous avons eues, à savoir la surveillance avec tester, isoler et traiter, ça a bien fonctionné. La surveillance que nous avons décentralisée jusqu'au niveau communautaire, avec ce que nous appelons les équipes de veille. Vous arrivez dans un village, on sait que quelqu'un est arrivé. Et tout de suite, on prend la personne en charge, on la teste. Figurez-vous ce qui s'est passé à Guerinkouka. À Djarkwanga, pardon, c'est pas Guerinkouka, c'est à Djarkwanga, autant pour moi. À Djarkwanga. Rapidement, souvenez-vous ce qui s'est passé à Kouvon. Souvenez-vous ce qui s'est passé à Soudou. Et les stratégies de bouclage localisées, les stratégies de couvre-feu localisées ont permis d'arrêter l'expansion de la maladie lorsqu'elle est découverte. Ça, ce sont des stratégies qui ont été payantes pour notre pays. 6e, vous voyez, le nombre de décès n'est pas aussi élevé que dans certains pays. Tout simplement parce que très tôt, le chef de l'État a compris qu'il doit se reposer sur des gens scientifiques qui puissent donner des conseils. Et ce qui a été fait par la création d'un conseil scientifique qui, rapidement, propose des actions, le gouvernement entérine et ça passe. Et c'est pour cela que, dans la lutte, on a mis sur place rapidement un hôpital de prise en charge, équipé. Même s'il y a encore quelques imperfections, il est fonctionnel. Il permet de prendre d'une façon entière les malades qui arrivent là-bas. Est-ce que ces scientifiques donnent vraiment les bons conseils au chef de l'État pour pouvoir prendre des décisions? Des scientifiques, d'accord. Qu'est-ce qu'ils font peut-être dans la recherche d'un vaccin? Ces scientifiques qui donnent des conseils au chef de l'État doivent être des professeurs, des gens émérites. Est-ce qu'ils travaillent dans ce sens? J'en fais partie. Je fais partie du conseil scientifique. Voilà. C'est vous qui donnez les conseils au chef de l'État? Nous donnons le conseil au chef de l'État et à tous les démembrements des structures de lutte contre les trucs. Non, il faut différencier des choses. Oui. Il existe ce qu'on appelle la recherche scientifique, ce qui se fait à l'université. Ici, il s'agit de lutter contre une maladie qui est dans la communauté. C'est deux choses qui sont apparentées quelque part, mais qui se mènent de façon différente. Si vous prenez le cas de la recherche, vous avez l'université de Lomé qui est en train de faire une recherche sur 3 ou 4 plantes qu'on peut conseiller au peuple togolais, aux Togolais en général, pour renforcer leur système immunitaire. Et il y a un groupe qui travaille là-dessus. Comme dans d'autres pays aussi, ça se fait. Mais le conseil scientifique, de par son mandat, a pour rôle de pouvoir analyser les résultats de mise en œuvre des différentes stratégies qui se font, les comparer par rapport à ce qui se fait dans les autres pays, dans le monde, tenir compte des expériences des autres pays et pouvoir conseiller maintenant le chef de l'État, le gouvernement, dans la mise en œuvre de certaines mesures barrières. Donc,
Dans ce conseil scientifique, vous avez certes des universitaires, vous avez aussi des gens de santé publique, comme ma modeste personne, et vous avez aussi des gens spécialisés dans les médicaments, c'est-à-dire les pharmaciens. Voilà donc le groupe que compose le conseil scientifique. Et notre rôle est de pouvoir, sur cette base de la connaissance scientifique, faire des propositions de stratégies qu'on doit mettre en œuvre, que le gouvernement même va mettre en œuvre pour pouvoir limiter la propagation de la COVID-19 au Togo. Et c'est ce qui se fait aussi dans la plupart des pays. En tout cas, il faut attendre encore combien de temps pour peut-être avoir des résultats au niveau de ces recherches scientifiques? Ça prend du temps, ça peut encore prendre 1 an, 2, 3. Qu'est-ce qu'il y a? J'étais passé ici, Franck, vous vous rappelez, il y a, je crois, 3 ou 4 semaines, et je vous avais dit en long et en large l'élaboration ou le processus de fabrication ou de découverte d'un vaccin ou d'un médicament. Ça ne se fait pas avec une baguette magique. Si c'était le cas, je suis sûr qu'on a beaucoup de magiciens qui sont là. Ils nous auraient déjà donné la solution. La population attend. La population, elle, attend toujours qu'elle soit sauvée, qu'on lui propose des choses, ainsi de suite. Le son ne peut pas aller plus vite que la musique. Voilà. Il faut une bonne harmonie de la musique pour que ça puisse être bien à l'oreille. On ne peut pas, parce que la COVID-19 est un défi pour nous, se précipiter pour mettre des médicaments dans la population ou des vaccins dans la population qui va les décimer. Ce serait irresponsable. Pour fabriquer un vaccin, il faut minimum 5 à 14 ans. Oui, 5 à 14 ans pour fabriquer un vaccin. Mais dans le cadre de la COVID actuellement, ces phases-là sont en train d'être compressées pour voir si au moins en 1 an, on peut trouver un vaccin. Ce qui est rare dans la démarche scientifique. Très rare. Donc, il y a des mécanismes qui font que, dans certains cas, on est bien obligé à ce que à l'OMS on appelle Emergency Use Listing, c'est-à-dire l'utilisation en urgence d'une substance dans le cas d'une urgence sanitaire. Alors, pour les médicaments, c'est la même chose. C'est la même chose. On ne peut pas dire que, bon, parce qu'il y a tel problème sanitaire qui se pose, on a trouvé ça là, demain, il faut qu'on commence à l'utiliser. Et si on l'utilise et que ça donne des effets pervers, contraires à ce qu'on attendait, qui est responsable? Naturellement, ceux qui ont proposé ça. Exactement. Donc, nous ne sommes pas... je rappelle que la médecine travaille sur l'homme. L'homme. Et quand l'homme, le cœur s'arrête, le système s'arrête, on ne peut plus récupérer. On ne peut plus récupérer. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, bien sûr. Alors, donc, ce n'est pas comme... je m'excuse, hein, bon, vous êtes sur le plateau, bon, vous avez fait une petite erreur, vous avez écrit quelque chose sur papier. Vous barrez. Vous barrez, vous prenez, vous déchirez, et puis vous allez mettre ça, vous reprenez. Si on fait une erreur sur votre personne ou sur un de vos parents et que la personne ferme les yeux, c'est pour toujours. Donc vous êtes d'accord avec moi que avant qu'on aille utiliser un médicament ou un vaccin sur l'homme, il y a un processus. On doit passer par le laboratoire, s'assurer des innocuités, c'est-à-dire de l'assurance que ce médicament ou cette substance n'a pas d'effet secondaire néfaste, ne peut pas tuer. Ensuite, on va chez les animaux inférieurs, les souris et autres. Ensuite, on va chez les primates, les singes et autres. Puis maintenant, on va dans un petit groupe de volontaires et on analyse tout cela. Et c'est quand on s'est assuré que, oui, cette substance-là, ce médicament ou ce vaccin-là, on peut l'utiliser chez l'homme. On va à ce qu'on appelle les essais cliniques avec une large échelle où on utilise des milliers de personnes. Et quand c'est fini, tout ça là, on s'assure que quand on va injecter ça ou quelqu'un va prendre là, il n'y a pas de problème. Donc on va demander à ceux qui s'agitent par rapport à la découverte d'un vaccin ou bien d'un médicament d'être patients. Très patients. Aujourd'hui, la seule arme qui nous reste là, c'est les mesures barrières. Maintenant, si les gens qui s'agitent pour dire, oui, les scientifiques, là, les médecins, écoutez,
on est un médecin, c'est vrai. Mais cette maladie n'existait pas. Et vous savez que c'est un défi. Et ce n'est pas un défi pour le Togo, ce n'est pas un défi pour le Bénin, ni le Ghana, ni l'Afrique, ni la France, ni l'Allemagne. C'est un défi mondial. C'est un défi mondial. Alors, vous pensez que les médecins, les scientifiques qui sont dans tout le monde là, ils sont nuls? Non. Soyons patients. Pour le moment, la seule arme qui nous reste, c'est la mise en œuvre des mesures barrières. Si nous le faisons, nous allons écarter le virus qui sera banni et on n'en parlera plus. Docteur Paul Panin, j'ai envie de poser encore une fois cette question. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que la pandémie et cette maladie est toujours exportée ou bien elle est intracommunautaire? Quand vous dites exporter, c'est-à-dire? Exporter, ceux qui viennent, ceux qui reviennent des voyages, je ne sais pas si non, c'est on a dépassé ça. En épidémiologie, il y a plusieurs façons de catégoriser justement la maladie épidémique. Bon, dans les premiers cas, vous allez voir que probablement, le premier cas, ce que nous appelons le cas index, c'était une dame qui a voyagé dans 3 ou 4 pays dans la sous-région et chez qui on avait trouvé ça. Ça s'appelle le cas index. Puis maintenant, elle a dû contaminer les gens. Et c'est parti comme ça. Et c'est parti. Les gens qui sont venus aussi de l'Europe, etc., ont ramené. Bon, donc c'est là où on a commencé à parler des cas importés. D'accord? Mais aujourd'hui, à l'heure, après 8 mois, là, on ne parle plus de cas importés. La transmission est au sein de nos populations. Ce n'est plus, même les voyageurs, là, on ne trouve plus beaucoup parmi eux qui soient positifs parce que notre système de dépistage est très rigoureux à l'aéroport et aux frontières, de façon que quand quelqu'un arrive, on le détecte, quand il est positif, on l'isole. Donc aujourd'hui, c'est dans la communauté que la maladie se propage. C'est pour ça qu'on insiste, parce que quand vous sortez, vous allez croiser quelqu'un, vous ne savez pas s'il a la maladie, oui ou non. C'est là où la maladie devient très dangereuse, ça. C'est pour ça qu'elle est devenue communautaire. Et dans le Grand Lomé, la maladie est à transmission locale et communautaire. Et ça, c'est très dangereux. Parce que quand vous sortez, vous ne savez pas qui a la maladie ou qui ne l'a pas. Alors que si nous tous, on porte les cache-nez, on se lave, on se dit, on est à distance de 2 mètres, le virus va disparaître de lui-même un jour. Mais tant qu'on n'a pas encore commencé à pouvoir tous appliquer ça, il va trouver toujours des brebis galeuses à travers lesquelles il va pouvoir continuer sa course au sein de notre population. En tout cas, Dr Paul Panin, on est pratiquement à la fin de cette émission. Vous voulez envoyer un message ou voulez-vous conclure sur un aspect de la chose? Non, la seule chose que je voulais dire, surtout à nos compatriotes du Grand Lomé, faisons effort parce que aujourd'hui, la transmission de la maladie de Covid-19 se fait plus dans le Grand Lomé, c'est-à-dire à Goignivé, dans la préfecture d'Agoignivé et la préfecture du Golfe. Faisons l'effort. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas ça à l'intérieur. Hein. Il y en a toujours, jusqu'à Tapon, il y en a des cas isolés, il y en a. Mais le plus grand nombre se retrouve au Grand Lomé, 60%. Donc, ça veut dire que si nous ne faisons pas très attention, nous risquons, Franck, nous risquons nous-mêmes un jour d'être attrapés par le coronavirus. Donc, là, je supplie les gens et je le demande à tout le monde de veiller à porter les cache-nez, de respecter la distanciation sociale, de laver régulièrement les mains, s'il vous plaît, pour qu'on évite justement des cas pour lesquels il serait difficile de pouvoir gérer ça avec les autres maladies. N'oublions pas qu'il y a Covid, mais il y a les autres maladies qui sont toujours là. Très bien. Donc la discipline et la discipline. La discipline et la discipline, 3 fois. Un mot répété
à 3 reprises par le docteur Paul Pana, ancien représentant de l'Organisation mondiale de la santé OMS. Ça veut dire qu'il y a lieu d'être discipliné. Merci d'être venu, docteur Paul Pana. On se retrouve, revenez quand vous voulez. Ça avec plaisir. Oui, la lutte continue en tout cas. Merci Elom Adovon pour la vidéo. Merci Théo Ajavon. À bientôt, auditeurs.